Ok. Glaucome néovasculaire, c'est quoi? Pour simplifier, c'est un œil avec une rubéose irienne et une hypertonie. Les rubéoses iriennes sans hypertonie, il faut penser à une insuffisance carotidienne. Première question qu'on se pose, est-ce que c'est un œil qui voit ou pas? Si la perception lumineuse est négative, on se pose une deuxième question. Est-ce que cet œil fait mal ou pas? S'il a mal, on injecte de la triamcinolone en sous-ténonien. La douleur disparaît en 3-4 heures. Le malade a passé des journées avec des douleurs sans dormir. Avec une simple injection qu'on peut faire au box de consultation, la douleur disparaît. Il faut continuer à suivre ce patient. La triamcinolone réduit le VEGF dans la cavité vitrienne 35 fois. La PPR l'a réduit de 70 fois. Donc, l'injection de triamcinolone, comme si vous avez fait une moitié de PPR. Et ça permet de soulager la douleur. Il faut savoir que le glaucome néovasculaire, c'est vrai, il y a une hypertonie, mais la douleur est due à la rupture de la barrière hémato-oculaire, elle est due à l'inflammation. Il faut continuer sur ces patients parce que la triamcinolone sous la conjonctive ou sous la tenant, elle va durer en moyenne 6 mois et la douleur peut récidiver tous les 6 mois. Il faut les réinjecter à chaque fois qu'ils ont mal. Maintenant, si le malade n'a pas de douleur, donc on continue des suivis rapprochés. Un malade qui n'a pas de douleur peut développer une douleur par la suite et à ce moment, il faut l'injecter. L'autre cas de figure, c'est le malade voit et on définit un œil voyant si la perception lumineuse est supérieure ou égale à PL+. Dans ce cas, c'est un œil voyant, il faut faire le maximum pour garder cette vision. Il faut faire sortir la grande artillerie et en commençant par la triamcinolone en sous-ténonien ou en sous-conjonctival. Ça nous permet de gagner du temps et ça permet de faire disparaître la douleur, bien sûr, et ça nous permet de continuer la prise en charge. La deuxième question qu'on va se poser, donc c'est un œil voyant, on a injecté de la triamcinolone, on le contrôle l'après-midi ou le lendemain pour voir son tonus oculaire sous traitement médical maximal tolérable. Si le tonus est normal, on fait une injection intravitrienne d'anti-VEGF et si les milieux sont transparents, rapidement la PPR. Maintenant, si le tonus est élevé, on fait l'injection intravitrienne de triamcinolone et immédiatement on ponctionne la chambre antérieure parce que le tonus est élevé, l'injection va encore augmenter le tonus. On peut en quelques heures transformer un œil qui voit 1/10 à PL-. Par cette injection, si on ne réduit pas le tonus, on ponctionne la chambre antérieure. Maintenant, si le tonus il s'améliore, comment il est le tonus après l'injection intravitrienne? S'il est normal et les milieux sont transparents, on fait la PPR. S'il est élevé, rapidement, une trabéculectomie. Après la trabéculectomie, si les milieux sont transparents, rapidement la PPR. Maintenant, si les milieux ne sont pas transparents, par un IFEMA, par une cataracte, par une hémorragie du vitré, on réévalue la rubéose irienne. Si elle a nettement diminué ou elle a disparu, on peut passer à la chirurgie, enlever cette opacité par phaco, par vitrectomie et par la même occasion la PPR. Maintenant, si la rubéose irienne persiste, on peut faire de la cryopériphérique si l'écho-B nous permet et même voire réinjecter. Dans tous les cas, c'est malade à suivre pendant toute la vie parce que un patient qui, après une efficacité initiale, on peut tomber dans un échec. Donc c'est ce qu'on fait à Ibn Haytham Center depuis maintenant 10 ans et on aimerait partager notre expérience avec vous. Vous avez remarqué qu'on ne fait jamais, qu'on n'ouvre jamais le globe oculaire si la rubéose irienne est active, qu'on ne fait pas de cyclodestruction si la rubéose irienne est active, et quand on injecte l'anti-VEGF qui a un effet magique, vous voyez en haut une dame en 3 jours comment la rubéose irienne a disparu par l'anti-VEGF et on n'utilise pas malheureusement de valve ni de tube dans notre expérience. Okay. Donc l'objectif de cette étude, c'est de montrer notre expérience. Vous voyez, c'est une patiente, regardez la synéchie post-GNV, on lui a fait une trabéculectomie, vous voyez la première IP, ensuite une deuxième trabéculectomie, vous voyez la deuxième IP, et cette patiente, elle voit 4/10 suite à un GNV, elle est monophthale, et son tonus est équilibré sous le traitement, on continue de la suivre. Et vous voyez que
Son angle parfois est ouvert, parfois est dessiné ici, et c'est ça le GNV. Donc, le matériel et méthode, il s'agit d'une étude rétrospective de 2007 à 2019. Et vous voyez la difficulté de voir la rubéole syrienne, surtout dans les iris marrons. Et donc, juste pour ce signe, il faut tirer la grande artillerie et faire le maximum pour garder la vision CNF voyant. Donc, il s'agit de 236 yeux qu'on a vus durant cette période. Et on reçoit environ 2 GNV par mois. Le sexe ratio, c'est une maladie du sujet âgé. Et dans la majorité des cas, c'était le diabète en bleu, ensuite le glaucome en orange, et on a vu de l'HTA, du décollement de rétine, des uveites, du myélome. Et vous voyez ce patient qu'on suit régulièrement, et donc, on l'a pris en charge précocement, et bon, on a le gonioscope automatisé, et vous voyez, ici j'ai dessiné le néovaisseau qui traverse le trabéculum. Donc juste pour ça, on l'injecte. Juste pour ce simple néovaisseau, il a la chance d'avoir un très bel angle. Donc juste pour ce simple néovaisseau, il faut injecter. Donc dans la majorité des cas, le mécanisme, c'est la rétinopathie diabétique proliférante, et dans l'autre moitié, c'est les occlusions veineuses rétiniennes. Voici une belle image pour nous, mais pas belle du tout pour le patient, avec une rétinopathie diabétique proliférante par l'appareil Triton de Topcon. Donc on fait la PPR d'emblée, et vous voyez, en une séance, avec le laser multispot, on peut faire un laser complet, mais pour ce patient, vous voyez qu'ici, le laser manque. Donc le lendemain, il faut compléter rapidement, ou le jour même, si le patient pourrait supporter le laser, rapidement finir un laser rapidement. Et ce qu'on a fait, donc, dans la southénonienne de triamcinolone seul, dans 42% de cas, 42% de cas, on n'a rien fait parce que c'était des yeux non douloureux. Une IVT et une coagulation rétinienne dans 6% des cas, 4% de cas, une trabéculectomie en plus, et 5% du cas, une vitrectomie en plus. Et ça c'est une belle PPR. Et donc les yeux voyants, c'était uniquement 46. Donc dans les 236 yeux, la majorité ils sont venus en PL-, mais 46 yeux étaient voyants. Et donc dans les 46 yeux voyants, donc on a eu 38 succès. Quand on parle de succès, c'est que l'acuité visuelle s'est améliorée, ou elle est restée la même. Malheureusement, on a 8 échecs. Et parmi ces 8 échecs, c'est-à-dire la vision a diminué. Et parmi les 8 échecs, 4, c'était des perdus de vue. Donc, avec un succès initial, ensuite on les a perdus de vue, il y a eu des échecs. Et on voit, entre échec et succès, il n'y a pas de différence significative concernant l'âge, le sexe, les antécédents. La cause est surtout le traitement. C'est-à-dire qu'on injecte, on fait de la PPR, de la trabéculectomie, une phaco, une vitrectomie, seule ou associée. Il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes, de groupes succès ou échec. Quelques commentaires. On a vu beaucoup d'insuffisance rénale à première année post-GNV, d'AVC à la première année post-GNV et de décès à la première année post-GNV. Donc GNV, ça veut dire que le terrain vasculaire du patient est très mauvais. Un cas extrême, un GNV chez une femme enceinte diabétique, à la fin de la grossesse, GNV bilatéral. Et elle a refusé tout traitement, même les anti-VEGF, extraordinaire. Elle a accouché, elle revient un mois après, aucun signe. Tout est nettoyé. Aucun signe. Ok. Quand on a un GNV sur une phaco, soyez sûr que c'est le GNV sur que vous avez opéré de phaco, même si vous êtes le meilleur chirurgien au monde. Idem pour vitrectomie, GNV sur vitrectomie, c'est le qui a été vitrectomisé qui développe le GNV. On n'a pas utilisé du mannitol, on n'a pas utilisé de l'acétosalamide au long cours. Le GNV, lorsqu'on a un endothélium défaillant, oui, le malade peut avoir des douleurs malgré un tonus normal à cause de son endothélium, donc il fait des kératites à répétition, et là il faut mettre une lentille de contact, traiter l'épithélium, mais attention, lentille de contact, si vous lui avez fait une soutenance de Kenacort, il risque de vous faire un abcès fongique. Pas de bilatérisation durant le suivi, alhamdoulilah. La rubéole syrienne, sur un tonus normal, rubéole syrienne stade 4, tonus normal, pensez, insuffisance carotidienne, on a eu 2 cas, ou décollement de rétine. On a eu 3 effirations, 3 tatouages cornéens et 5 coftises. On a utilisé de xyloalcool dans 6 cas, et malheureusement,
4 patients qui ont bien évolué au début, ils sont revenus PL- parce qu'on les a perdus de vue. Et il faut faire des contrôles rapprochés. Donc en dernier, triamcinolone excellent, l'anti-VEGF aussi, pas de cyclodestruction, diode, cryo, UCP, tant que la rubéosérienne est active. GNV voyant sortir toute l'artillerie, pas d'incision du globe oculaire si la rubéosérienne est active. GNV voyant suivi rapproché. On se souvient d'un patient qu'on a perdu. Il est passé de 1/10 à PL- en 1 semaine. Et donc, il faut, je vous remercie. Donc on travaille dans un cabinet privé, on n'a pas de bloc, donc pour les éviter, on les fait dans un bloc. Donc si le patient est consulté, on est 5 chirurgiens et comme par hasard le patient, le jour il y a un chirurgien au bloc, on l'envoie. Mais même pour l'envoyer, on fait une citoyenne de triamcinolone. Parfois, on injecte la triamcinolone, le patient, on le programme demain ou le lendemain pour l'IVT. À l'arrivée, il n'a pas de rubéosérienne. Ne sous-estimez pas la triamcinolone, c'est un anti-VEGF aussi. Donc c'est juste question de pratique. La triamcinolone est plus disponible, beaucoup moins chère et plus facile à injecter que l'IVT, l'anti-VEGF, et surtout pour gagner du temps. C'est un gain de temps, c'est une course contre la montre. La triamcinolone est disponible rapidement. L'anti-VEGF, vous savez que c'est pas toujours disponible, c'est pas aussi facile qu'un produit qui coûte 200 dinars et qu'on peut injecter au centre. Monsieur Mekki, pardon. Moi, je voulais juste vous poser une question, puisque généralement, dans les GNV, dans le cas du glaucome néovasculaire, qui s'accompagne donc d'une hypertonie oculaire, en fait. C'est-à-dire, est-ce que la triamcinolone ne peut pas aggraver justement cette hypertonie oculaire? Merci, monsieur, excellente question. Donc, le mécanisme, l'hypertonie oculaire dans le GNV, c'est la fermeture de l'angle. Là, l'angle est fermé. Le mécanisme de l'hypertonie oculaire par cortisone, c'est les mailles du trabéculum. Mais le trabéculum, il est déjà fermé. Donc pas du tout. La triamcinolone, quand on l'injecte dans GNV, on n'a pas du tout une augmentation de la pression intraoculaire. On n'a jamais vu sur les j'ai oublié le nom, des cas qu'on a injectés. Bien au contraire, on a vu des récidives d'une diminution du tonus oculaire après juste l'injection de la triamcinolone parce qu'elle fait disparaître la rubéosérienne. Dans votre série, est-ce que vous avez eu quelques cas d'injection d'anti-VEGF en intracamérulaire? D'accord. Personnellement, on ne croit pas de l'injection intravitréenne ou intracamérulaire, on ne la fait pas parce que la durée de vie est de quelques heures. Le vitré, c'est un réservoir. Donc, le problème se pose sur les yeux vitrectomisés. Ça, c'est vrai. Hein. Ce n'est pas aussi efficace que quand on a un vitré présent. Et donc, on n'injecte pas on n'injecte pas l'anti-VEGF en intracamérulaire parce qu'on croit qu'il sera lavé en 2 heures. Par contre, dans le vitré, il va rester quelques semaines. La durée de vie moyenne, c'est de 3 à 4 semaines d'un anti-VEGF dans le vitré. Donc, il vaut mieux injecter dans le vitré et non pas en chambre antérieure. Bien qu'on voit que la rubéosérienne est en chambre antérieure, le VEGF se produit, il est fabriqué par la rétine et non pas par l'iris. Il y a un facteur qui va encore aggraver la situation. Si les intracamérulaires, j'ai discuté avec Mekki quand on était ensemble il y a longtemps. Hein. Les premières indications, c'était pour faire des études immunologiques. On faisait des petites injections, on avait la trouille de l'infection, d'accrocher l'iris. Bon, quand on a un peu d'expérience, on peut le faire toujours. Les petites ponctions de chambre antérieure. Mais quand on a un GNV, M. Mekki l'a bien défini, c'est un ensemble. D'ailleurs même, parfois sur des zones un peu dénudées, quand on essaie, même au tout début, à faire des IP, vous avez montré, je ne sais pas si vous montrez des IP qui étaient fonctionnels ou pas fonctionnels, on peut avoir l'hémorragie tout de suite. On va à ce moment-là trouver un facteur d'aggravation. Il faut faire attention. Voilà. Et merci pour l'explication. Parce que de toutes les façons, quand vous compulsez la littérature, les anti-VEGF, c'est les vaisseaux, la vascularisation, il est dans la rétine. Il n'est pas dans la chambre antérieure. Merci. Merci.